Il n'en finit plus de susciter le débat. Emmanuel Macron bouscule tout et surtout son camp. Si le ministre de l'économie plaît aux Français dans les sondages, ce n'est pas le cas au Parti socialiste. Jean-Christophe Cambadélis le qualifie de ministre d'ouverture. Alors, de quoi Macron est-il le nom sur ce sujet, sur le chômage, sur la politique du gouvernement et sur l'interview à paraître demain de Nicolas Sarkozy dans Les Échos? C'est le grand débat du 22h avec nos invités ce soir. Jean-Claude Mailly, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, secrétaire général du syndicat Force ouvrière. Avec nous également Caroline Cailleux, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, sénatrice Les Républicains de l'Oise, vice-présidente de la Commission des affaires sociales. Avec nous également François Calfon. Bonsoir. Bonsoir, secrétaire national du PS au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle et au dialogue social. Et notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, madame, d'abord François Calfon, je vous demande si possible une réponse claire à une question précise. Est-ce que vous aussi, vous en avez ras-le-bol d'Emmanuel Macron pour reprendre la série de Martine Aubry? Moi, je vais paraphraser Martine Aubry. J'en ai ras-le-bol d'avoir ras-le-bol. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, que ça cesse, que ça se calme. On ne peut pas avoir comme ça quelqu'un qui agit, pour, me semble-t-il, avec mes convictions de socialiste, je vais un peu plus loin que Jean-Christophe Cambadélis, en franc-tireur. Si à un moment donné, M. Macron se sent mal dans notre camp, considère que le problème c'est toujours les salariés, le problème c'est toujours les 35 heures, le problème c'est toujours le code du travail et depuis hier le problème c'est maintenant les élus parce que c'est un mode de légitimation d'un autre temps, eh bien qu'il en tire les conséquences lui-même. C'est-à-dire il faut qu'il quitte le gouvernement selon vous? Moi je pense, pour parler comme on parle dans la langue populaire, il s'est gouré de crèmerie. Voilà. À lui de savoir dans quelle crèmerie il doit aller, mais à l'évidence, ça n'est pas celle de la gauche. Et je ne parle même pas de la gauche. Je parle simplement du monde populaire, du discours du Bourget. Je ne comprends pas d'ailleurs ce deux poids, deux mesures qui persiste entre d'un côté Arnaud Montebourg qui avait envoyé sa cuvée du redressement et qui en retour a pris une lettre de démission, accompagné en cela de M. Hamon et de Mme Filippetti. Et aujourd'hui, c'est une sorte de concours l'épine de la déclaration iconoclaste sans conséquence. Donc, on va revenir sur ras-le-bol de ras-le-bol. Voilà. Jean-Claude Mailly, ça fait longtemps que vous côtoyez et connaissez très bien le monde politique. Quelle est votre analyse? Emmanuel Macron est-il vraiment un franc-tireur, comme le dit François Calfon, ou est-ce qu'au contraire, il y a un jeu de rôle qui est parfaitement huilé, maîtrisé, calibré pour faire sortir, comme on le voit ce soir, le PS de ses gonds? Je pense qu'il doit y avoir un jeu de rôle, oui. Écoutez, un ministre qui s'exprime, et on a condamné plusieurs de ses prises de position sur le plan strictement social. Moi, je ne fais pas de politique, mais un ministre qui s'exprime comme ça, il est couvert quelque part. Sinon, François Calfon a raison, sinon il est viré, quoi. Bon. Donc s'il n'est pas viré, c'est qu'il est couvert. Alors après, il y a le petit jeu politique. Est-ce que, bon, je mets les pieds dans le plat, est-ce que il est couvert par le président de la République pour ringardiser Valls? J'en sais rien, mais il y a peut-être des trucs dans... C'est le jeu politique, ça. Mais je crois que ça lasse les Français aussi. Caroline Cailleux, je vous vois sourire. On a l'impression que la droite boit du petit lait, mais est-ce vraiment si sûr? Parce qu'Emmanuel Macron, finalement, il vous mange un peu la laine sur le dos. Écoutez, moi je crois qu'Emmanuel Macron, en fait, c'est un peu le poil à gratter du PS, c'est le monsieur modernisme du PS, c'est au fond monsieur Valls d'il y a quelques années quand il réclamait l'abolition des 35 heures, quand il réclamait l'abolition de l'ISF. Donc au fond, j'ai pas le sentiment que Manuel Valls soit tellement mal à l'aise avec monsieur Macron et qu'au fond, quelque part, eh bien, il dit tout haut ce que certains réformateurs et non pas, je dirais, les autres classiques, les socialistes old age, voilà ce que je dirais finalement. Canal historique. Canal historique. Macron, voilà. il est peut-être vintage aussi, mis à part là. C'est la question. Il y a le poil à gratter moderniste et puis il y a quand même la bombe néo-réactionnaire de Mme Morano. Chacun a les siens. Et on n'est pas dans le même niveau de la polémique. J'entends bien. J'entends bien que c'est pas le même niveau de polémique. Mais c'était simplement un petit rappel au passage quand même, puisque ce petit détail, n'est-ce pas, de l'histoire de Les Républicains n'a toujours pas été réglé. Monsieur Calfon, je crois quand même que vous employez des mots comme petits détails qui ne sont pas race blanche, pardon. Pas souhaitables ici sur ce plateau, et je ne m'assimile absolument pas aux propos tenus récemment par cette collègue. Qui trouble une grande partie de votre camp. D'ailleurs, nous verrons. Mais qui me trouble aussi, rassurez-vous. Jean-Luc Gombault, au fond, la question ce soir, c'est de savoir aussi ce que représente aujourd'hui ce ministre. Selon lui, et selon une grande partie des Français qui l'approuvent, lui, il dit qu'il incarne le renouveau face, dit-il, au conservatisme. Il dit qu'il ne faut pas être élu, par exemple, pour être efficace. Alors, il dit que c'est un ancien cursus.
Ça, c'est très étrange, parce que si on regarde l'ensemble des ministres, la quasi-totalité sont d'abord des élus. Donc, il y a une erreur de diagnostic. Ça sera peut-être plus tard un ancien cursus, mais aujourd'hui, pour faire de la politique, il faut être élu. Ça n'a rien d'ancien. Et par rapport à ce que disait François Calfon juste à l'instant, il disait il s'est gouré de crèmerie. Le problème, c'est de savoir si François Hollande s'est gouré de clients. Beaucoup plus que de savoir si lui s'est gouré de crèmerie. C'est la vraie question. Je dirais juste une chose, c'est que c'est l'histoire qui tranchera d'une certaine manière. Je fiche mon billet sur la table pour dire, mon billet si j'ose dire, parce que ça pourrait être mal interprété concernant Emmanuel Macron, mais qu'il aura bientôt quitté la politique alors que tous ceux qui le critiquent seront encore là, auprès des Français, pas simplement dans les heures du palais, hein, mais au plus près des Français, au plus près de leurs préoccupations dans les territoires. Et pourtant, il a l'air de plaire aux Français quand vous regardez les sondages. Il est plébiscité quelque part dans ses, Jean-Claude Maïs dans sur ses ce Alors, oui, affirmations. non, là, sur les sondages, moi je suis toujours prudent, ça dépend aussi Oui. la manière dont la question est posée. Si vous posez comme On est question... toujours prudent quand ça nous arrange pas. Non, mais je prends une question. Est-ce que le statut de la fonction publique peut être adapté? Oui, peut être adapté. C'est pas pour ça qu'il faut le remettre en cause. Voilà, je prends cette question. Maintenant, de dire que d'être élu de la nation, député, sénateur ou autre, avoir un mandat, c'est dépassé. Enfin, je rappelle quand même, d'abord, c'est pas respectueux de la démocratie, premièrement. Deuxièmement, quand on est élu, on a des comptes. Oui, mais quand on est élu, on a des comptes à rendre à ses électeurs. Quand on est désigné d'une certaine manière comme ministre, on rend des comptes à qui? À une seule personne, qui s'appelle le président de la République. Alors vous disiez, c'est pas respectueux, j'insiste pour dire que c'est faux, d'abord, avant de ne pas être respectueux. Deuxièmement, il a dit aussi le libéralisme est de gauche. Il a dit la chose. Là, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a une tradition de gauche libérale qui est extrêmement ancrée contre l'étatisme qui serait quand même de droite. Donc, de ce point de vue, il a pas, au niveau, je vois bien ce qu'il veut démontrer au bout du bout, mais fondamentalement, au niveau historique, par exemple, aux États-Unis, un libéral, c'est classé à gauche. Malheureusement, vous avez raison, mais par exemple, moi j'aurais aimé que dans la loi Macron, parce qu'il y a un libéral qui sommeille en moi et qui va se réveiller sur ce plateau, mais j'aurais aimé, voilà, vous allez voir, j'aurais aimé que sur la loi Macron, nous nous attaquions, puisque vous parlez de tribunaux de commerce, à un certain nombre de privilèges qui sont des survivances d'anciens régimes. Je pense par exemple aux greffiers de tribunaux de commerce, à un certain nombre de choses qui datent vraiment de l'ancien régime et qui permettaient à des gens, sur la base d'entreprises qui étaient en difficulté, de prendre leur dîme avant même la créance salariale et qui coulaient les entreprises. Mais finalement, l'ancien régime, j'ai entendu des expressions du même ministre Macron dans d'autres... c'est un régime qui l'intéresse. Je ne veux pas me faire le porte-parole, je ne le suis pas du tout d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'au fond, il ne vous dit pas, vous n'avez pas le monopole des idées? Et il a raison, mais les partis aujourd'hui, eh bien, ne sont plus, qu'on le veuille ou pas, mais des moi, je suis assez... d'idées. Honnêtement, on va se parler clairement. Mais d'accord, mais par exemple, sur la question du service public et des agents publics, est-ce qu'il faut une modernisation de l'État? Oui, ça s'appelle la LOLF, ça s'est appelé autre chose. Est-ce qu'il y a un niveau RGPP? Après, on peut discuter des termes. Est-ce que des termes et des politiques de qui l'a fait? Mais je vais même donner un exemple encore plus clair. Est-ce que le niveau de stratification de nos collectivités locales est quelque chose de sain durablement, et le fait que tout le monde fasse tout? Monsieur Calfon, là, je vais intervenir tout de suite parce que la stratification des différentes collectivités... On revient au débat. Réagissez par rapport à M. Macron, simplement pour vous dire, pas pour lancer un débat, mais pour dire que finalement, il y a des débats intéressants et qui, à force d'être caricaturés avec des marqueurs qui sont des marqueurs fortement idéologiques sous couvert finalement de pensée moderne, on tue des débats qui sont des débats intéressants. Vous êtes un syndicat quand même aujourd'hui sur la scène syndicale et politique. Emmanuel Macron, c'est le ministre de l'économie qui parle aujourd'hui. Quelle est la ligne? Quelle est la ligne que vous considérez? C'est sa ligne à lui, celle de François Hollande, celle de François Calfon? Je pense que du côté du gouvernement, enfin on le voit très bien sur des dossiers comme le pacte de responsabilité ou la réforme territoriale ou l'évolution des services publics, ils ne changent pas de position, ils sont sur un rail. Ce rail, c'est une logique économique libérale. Libéral au sens philosophique, je suis d'accord avec Jean-Louis Combeau. Libéral au sens économique, c'est tout à fait autre chose. Donc on est dans une ligne qui est celle du gouvernement. Alors après, il peut faire des phrases qui peuvent apparaître comme de la provocation ou autre, ou un petit jeu politique, mais on est sur une ligne économique libérale, qu'il incarne. Et en même temps, quand je dis qu'il est couvert d'une manière ou d'une autre, c'est quand même un ministre qui est ministre de l'économie, qui empiète, moi je dis il est vice-premier ministre,
qui empiète à la fois sur les responsabilités du ministre du Travail, qui empiète à la fois sur les responsabilités du ministre de la Justice, dans la loi Macron. Oui, c'est le ministère, mais en même temps, il est à c'est le côté ministère. vice-premier ministre. Revenons quand même sur terre. C'est quand même beaucoup le ministère de la parole. En ce qui concerne, par exemple, la loi que vous connaissez, la loi dialogue social et d'autres termes, on ne peut pas dire que c'est les options les plus libérales qui est emportée. Je parle de la loi Macron. Non, mais j'entends bien. Non, mais la loi Macron, il y a la remise en cause des prud'hommes, la loi Macron, il y a le travail du dimanche, c'est des thèmes qui sont directement liés aux questions sociales. C'est pas lui qui est Premier ministre. Ce ne sont pas des mesures extrémistes. Ce ne sont pas des mesures extrémistes ultralibérales, Monsieur Mailly. Je crois qu'aujourd'hui, si on constate le chômage qu'il y a en France... Attendez, vous me laissez finir, soyez gentil. Laissez Mme Caillou défendre M. Macron. Je vous laisse, allez-y. Oui. Non, mais on pourrait d'ailleurs. On a failli voter sa loi, mais il n'a pas poussé assez loin, finalement, les réformes qu'il proposait. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le pays est dans un état de crise terrible. Le chômage crève les plafonds. Il faudrait quand même se poser les bonnes questions. C'est vraiment un choix de société. Je plaide pas pour de l'ultralibéralisme débridé. Je pense qu'il y a des acquis sociaux. Je pense qu'il y a un code du travail qu'il faut toiletter, qu'il faut améliorer, qu'il faut moderniser. Regardez le rapport Badinter. C'est pas un ultralibéral. Regardez le rapport Combrexel. Je l'ai beaucoup relu. Moi aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles pistes. À ouvrir pour rendre la France compétitive. Pourquoi est-ce qu'elle dégringole? Vous savez justement, c'est une erreur, madame. Excusez-moi de vous couper, mais c'est une erreur. Dire que la France doit être compétitive, ou un pays doit être compétitif, c'est une erreur. Pourquoi? Non, la compétitivité, c'est d'une entreprise à une autre. C'est pas sur un pays. L'Espagne aujourd'hui est très compétitive. Il y a des classements, Monsieur Mailly. Il y a des classements et on perd 5 places. De 27 à 32. C'est pas ça. Autant il faut travailler sur la productivité, autant de faire de la compétitivité un classement et une comparaison entre pays, c'est une erreur, y compris la plupart des économistes le disent. Bon, moi je ne dis pas que le code du travail, on ne doit pas y toucher. D'abord, ceux qui disent ça, ou ceux qui disent qu'il faut le chambouler, ils sont hors sol. Ils bougent tout le temps le code du travail. Alors peut-être qu'il y a, mais juste, je vais prendre un seul exemple, je pourrais en prendre d'autres. Je parle de la loi Macron 1, enfin celle qui vient d'être votée. Si vous prenez par exemple sur la question des prud'hommes, vous savez que pour la première fois dans l'histoire, des conflits du travail ne relèveront plus des prud'hommes, relèveront d'une procédure de médiation qui relève du code civil. C'est la première fois. Or, ça vous choque? Oui, ça me choque. Oui, ça me choque. Allez, tout simplement. Ça me choque tout simplement parce qu'il y a un rapport qu'on appelle de subordination, qui est un rapport d'inégalité. C'est ça qui justifie le code du travail. Là, on va faire un conflit entre un salarié et un employeur comme un conflit entre un locataire et un bailleur. Voilà, c'est un exemple. Vous parlez de nouvelles propositions. Je vais vous demander si ce sont, selon vous, de nouvelles propositions. C'est à paraître demain dans les Échos, la une des Échos, l'interview de Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, qui dit qu'il n'y a aucune reprise économique possible, avec en tous les cas cette politique du gouvernement. Première réaction, Jean-Claude Mailly, parce qu'il vise le monopole, dit-il, de la présentation syndicale. Il faut un petit peu revoir tout cela, poser la question de cette représentation. Les délégués syndicaux doivent cesser d'être nommés par les syndicats, dit-il. Écoutez, Nicolas Sarkozy devrait relire la loi qu'il a fait voter. Suite à une position commune en 2008. Justement, avant la loi de 2008, les délégués syndicaux étaient désignés par les syndicats. Maintenant, ils passent par une procédure électorale. Et d'ailleurs, nous avons toujours une plainte au Bureau international du travail qui nous a donné satisfaction, mais les gouvernements ne bougent pas. Donc c'est un zéro pointé parce qu'il ne se rappelle plus des lois qu'il a fait voter. C'est le cas, Jean-Luc Gombault? Sur ce point-là, j'avoue franchement que je sèche. Je ne sais pas du tout comment ça. J'ai perdu en mémoire cette disposition que j'ignorais. Mais est-ce qu'il faut remettre quand même sur la table la question plus générale de la représentativité syndicale? On voit bien que le problème de blocage de la société française, la cible désignée, ce sont les syndicats. Et finalement, et c'est pour répondre aussi à Jean-Claude Mailly, et finalement, ce qui bloque dans ce pays, c'est l'absence de dialogue social, et un dialogue social qui puisse faire avancer les choses. Je ne parle pas simplement du dialogue interprofessionnel. C'est un mot magique, ça, le dialogue social? Non, c'est pas un mot magique. Soit vous passez en force, et il y a une loi, effectivement, au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui disait que sur tous les grands sujets, on devait au préalable avoir l'avis des organisations patronales et syndicales. Moi, je pense qu'à aller vite, finalement, on termine souvent dans le mur. Et je pense qu'on peut modifier les choses, moderniser sans dégrader.
Dans le rapport Combrexel, tout n'est pas jeté à la poubelle. Après, c'est toujours dans les modalités que c'est compliqué. Mais par exemple, un dialogue social de branche, c'est pas une mauvaise chose. Il faut refonder notre modèle social. Ça, on l'entend quasiment à chaque Oui, mais chaque année. Je crois que sous ces mots-là, il y a un vrai choix de société et un vrai choix de société et de l'économie dans notre société à faire. On a parlé du Code du travail. Je pense qu'il faut aussi parler des normes. Je pense qu'il faut aussi parler des charges sociales, qui sont toutes ces raisons. Cotisations sociales. Et les charges sont aussi extrêmement importantes, je maintiens. Ceci étant, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce chômage ne baisse pas, pourquoi les entreprises n'embauchent pas, pourquoi les jeunes s'en vont à l'étranger. Et et je me tourne vers M. Mailly, les syndicats, je vais citer François Fillon, qui dit que les syndicats commencent à faire de la politique au lieu de faire des propositions, et d'être force de proposition. J'aimerais bien que les politiques fassent de la politique et puis laisser les syndicats faire leur travail de syndicat. On fait un travail de syndicat. Mais regardez, maintenant, attendez, moi je veux bien qu'on ait le débat. Quelle est la situation aujourd'hui dans notre pays sur le plan de la situation économique? Si je reste sur la situation économique, on a une croissance faible, c'est pas uniquement en France, c'est une question européenne. Enfin, on est loin du compte par rapport à nos voisins européens. On n'est pas là ni pour rendre le tableau plus rose ni plus nord. On connaît la situation, elle est très compliquée. Il y a un problème européen, il y a un problème français. Bon, absolument. Qui peut penser un seul instant que ce qui se passe en Chine sur le plan économique, que ce qui se passe en Russie, que ce qui se passe au Brésil n'aura pas une incidence à un moment donné sur la France? En tous les cas, ça aura une incidence sur l'Allemagne, compte tenu de la balance commerciale allemande, et donc ça aura une incidence sur la France. Alors, on est en train d'en débattre en ce moment à Paris, on a un congrès de tous les syndicats européens. Il y a un problème européen dans la nature de la politique économique menée au niveau européen. François Hollande a déclaré qu'il faut une Europe sociale, ça vous rassure? Oui, ça, ce sont des mots. Non, il y a un truc qu'on demandait et sur lequel il a répondu positivement, et ça va dans le bon sens. Nous demandons, par exemple, qu'il y ait un véritable dialogue social, économique et social au niveau de la zone euro entre la Commission, les gouvernements, le patronat et les syndicats. Voilà. Mais comment est-ce que vous expliquez sur l'entreprise de l'Est, pour ne pas la citer, qui a proposé... Smart, qui a proposé à ses salariés de modifier son temps de travail. Et finalement, ils ont accepté. Et finalement, les syndicats s'unissent pour bloquer la procédure. Oui, bien sûr. Attendez, madame, moi je ne suis pas partisan du référendum, que ce soit dans le domaine social ou le domaine politique. Et vous savez, en 2005... Pourquoi pas la concertation? Attendez, on ne va pas faire le débat sur la réponse des syndicats, et puis je voudrais faire avancer le débat. Sur le traité de constitution européenne. Et le gouvernement, après, il n'a pas fait passer le traité. Alors, il faut arrêter. Chacun ses responsabilités. Un instant, et je vous rappelle que sur Smart, juste je termine là-dessus. Sur Smart, il y avait une opinion qui a été émise dans le cadre d'un référendum. Il y avait une distinction très forte entre ce que pensaient les cadres et les techniciens et ce que pensaient les employés et les ouvriers. Voilà. Bon, et résultat des courses, ce qu'attendait l'entreprise, ça ne se passe pas comme ça. Il y a la déclaration d'Emmanuel Macron, il y a la politique du gouvernement, il y a cette interview demain avec beaucoup de propositions de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut dire enfin, en tous les cas, les propositions dans ce domaine sont sur la table du côté de l'opposition? Le débat aussi reprend sur ce sujet majeur qui est celui du chômage et de l'emploi. Ces propositions contre politique du gouvernement. Alors les propositions du côté des Républicains, elles sont plutôt dispersées. Évidemment, on attend la proposition de celui qui serait éventuellement le candidat. Quand le président j'ai été frappé par le fait que lorsqu'il était au meeting de Mme Pécresse, M. Sarkozy a dit la chose suivante: il faut appeler la France, j'appellerai la France à un effort national important. C'est-à-dire que là, il annonce une couleur quand même qui est plutôt du sang et des larmes, plutôt que quelque chose qui soit une perspective joyeuse comme avait pu le faire la gauche. Je termine, je crois que j'en ai pour 5 secondes. Ce qu'avait fait la gauche lorsqu'elle s'est présentée aux élections en 2012. Là, il y a la volonté de dire il y a une crise qui est extrêmement importante et ça nécessitera dès la part des Français. Et lorsque, par exemple, on dit je veux remettre en cause les 35 heures, il faut bien voir la portée de cette demande, de cette revendication, de cette proposition. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Ça sera quelque chose qui ne sera pas si simple à faire. Ce qu'on peut dire quand même, franchement, c'est que les assouplissements 35 heures, depuis les 35 heures, ils existent. Les entreprises ne s'en sont pas forcément saisies. Ensuite, ce que propose la droite, et là, tous les candidats, et là, on va répondre sur Smart, et là, tous les candidats, finalement, de la droite sont unis, on va avoir un théâtre d'ombre.
d'ombre et peut-être de lumière, je l'espère, avec la primaire Les Républicains, mais ils nous proposent tous un super plan d'austérité de 120 milliards d'euros qui va nous envoyer dans le mur. Parce que vous croyez, vous nous en proposez Oh, pas un. alors moi, On je vais fait vous 50 répondre. milliards en 3 ans, D'accord, monsieur vous allez faire 120 milliards, pardon. 110, ça fait jamais que le On ne va même... pas s'envoyer les milliards, non, c'est quand même deux je vais plans répondre sur le d'austérité. fond, puisqu'on parlait de Smart. C'est 2 plans La réalité, y compris de l'organisation syndicale que représente M. Mailly, quand on respecte les organisations syndicales et qu'il y a une difficulté... Je les respecte. Alors non, là, attendez, je ne disais pas ça. Et qu'il y a une difficulté économique, je pense à PSA, je pense à Renault. Il y a des accords de compétitivité qui sont signés par les organisations syndicales, par Force ouvrière, mais aussi par la CGT. Si vous leur tordez le bras, ben oui, mais ça... Terminez votre propos, c'est juste 2 François entreprises. Calfon, Et avec qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Par exemple, l'usine PSA de Rennes, elle a été sauvée. Par exemple, les usines du nord de la France de Renault qui sont en sous-charge, ils ont été sauvés. Donc, les organisations syndicales, elles prennent leurs responsabilités. Simplement, ça ne peut pas être des marchés de pub comme chez Je vais revenir maintenant aux chômeurs, s'il vous plaît, parce que c'est un dispositif de contrôle des chômeurs par les agents de Pôle emploi qui a été expérimenté, vous le savez, dans 3 régions et qui devrait être étendu à tout le pays dans quelques semaines. Alors, que faut-il en penser? Il a été mis en place lundi. Hier, on voit tout cela avec Louis Sibyl. On en parle juste après. Éplucher, vérifier, surveiller, voilà les missions des nouveaux 200 super contrôleurs. Ces anciens conseillers Pôle emploi doivent repérer les chômeurs peu réactifs dans leur recherche de travail. L'agence se défend de vouloir fliquer ses allocataires, mais bien au contraire de les redynamiser. C'était même une demande de plusieurs associations de lutte contre le chômage. Les personnes qui sont au chômage, que ce soit la personne qui vient d'être licenciée ou la personne qui est au chômage depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, son principal problème, c'est de gérer sa solitude. Et c'est pourquoi toute initiative qui permet au service public de l'emploi de reprendre contact avec toutes ces personnes ne peut être que, en tous les cas, soutenue. 3 étapes de contrôle sont prévues qui peuvent mener jusqu'à 6 mois de radiation. Une expérimentation a été conduite dans 4 régions pendant 2 ans. En moyenne, le nombre de personnes radiées a augmenté de 20%, une aberration pour les syndicats. Ce qui est intéressant quand on regarde ces 4 régions, c'est que en fait, l'analyse qualitative de la situation des personnes privées d'emploi montre que ce n'était pas du tout une volonté de frauder, c'était d'abord un découragement avec des personnes qui cherchaient depuis des mois et des mois, voire des années du travail, qui n'en trouvaient pas et qui finalement ont arrêté de chercher et c'est difficile de leur donner tort. Depuis quelques années, Pôle emploi s'efforce de rationaliser ses moyens. Avec la division du travail entre conseillers et contrôleurs, les chômeurs risquent d'être un peu perdus. À un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait un retour qui soit fait aux demandeurs d'emploi, sans doute peut-être par son accompagnateur, sur le fait que manifestement il risque d'être radié. Et du coup, ça entache à nouveau la relation de confiance qui pouvait s'instaurer entre le demandeur d'emploi et l'accompagnateur. En 2014, Pôle emploi a détecté 89 millions d'euros de fraude. Un montant qui reste faible par rapport aux 30 milliards d'euros d'allocations chômage versées cette année-là. Jean-Claude Mailly, dans la forme, on dit que ce contrôle, c'est pour aider les chômeurs qui ont un petit peu abandonné les démarches à retrouver le chemin pour trouver un emploi, et d'autres dénoncent un flicage des chômeurs. Quelle est votre position? Non, écoutez, il faut bien comprendre que dans le Code du travail, il y a une disposition qui prévoit qu'un demandeur d'emploi doit faire des recherches actives. Bon. Donc, ce qui paraît logique. Dans tout système, il y a des droits et des devoirs. Bon. Là, on n'est pas sur... je suis pas d'accord sur un élément du reportage, c'est pas de la fraude. Vous avez l'expérience qui a été menée, qu'est-ce qu'on constate il y a des gens qui vous envoient 100 CV, 150 CV, vous n'avez pas de retour. À un moment donné, vous vous êtes découragé. Donc, vous avez besoin d'un accompagnement à un moment donné. Donc, ça peut être un moment où on repère. Rien ne vous choque dans ce dispositif. Il ne faut pas que ce soit du flicage, mais on est bien d'accord et on va regarder. C'est pas l'objet. Vous allez regarder, c'est-à-dire on est au conseil d'administration, on va surveiller, on est implanté syndicalement à Pôle emploi. Bon, faut bien comprendre aussi qu'à Pôle emploi, les agents de Pôle emploi, il y a 2 missions essentielles. À l'époque, on a voulu les confondre, c'était une erreur, enfin pas nous d'ailleurs, le gouvernement de l'époque. Il y a une mission, comme dans tous les pays, d'indemnisation qui est différente de la mission du placement. C'est pas la même personne qui peut faire ça. Et tant ceux qui indemnisent que ceux qui placent ne souhaitent pas en même temps exercer ce contrôle. Donc il y a 3e catégorie, c'est 200 personnes, c'est pas non plus énorme qui vont exercer ces contrôles. Mais justement, oui. Oui, non, mais énorme, c'est pas on n'est pas sur des questions de fraude aux allocations, ça n'a rien à voir. C'est pas de la fraude aux allocations. Moi, je me souviens, pardonnez-moi, il y a quelques années, il y a une évolution sur ce sujet. Il y a quelques années, on parlait du contrôle, des chômeurs. Il y avait justement, ça provoquait un tollé.
Non, parce qu'à un moment donné, il a été évoqué la question, non, mais la question de contrôle. Oui, non, mais c'est même pas une question de politique. Si c'est du contrôle par rapport, dit voilà, il y en a qui fraudent. Dans tout système, il y a des fraudeurs. Bon, ça, c'est pas normal, mais c'est pareil. Il y a aussi des entreprises qui fraudent aux cotisations sociales. Ça, c'est autre chose. Là, on n'est pas sur un cas de fraude. On est sur un cas où, à un moment donné, il y a des gens. Pour beaucoup d'entre eux, quand je vous dis bien, vous avez envoyé 150 CV, etc. Vous savez plus comment faire. Donc, bon, et vous avez aussi des agents de Pôle Emploi qui sont limite burn-out. Quand vous avez portefeuille, c'est comme ça qu'ils disent, de 150, 160, 180 demandeurs d'emploi, etc. à suivre, comment voulez-vous suivre efficacement? Moi, ça ne me choque pas, à condition que ce soit fait correctement. C'est clair. Voilà. Quelle est la réalité des chiffres? Parce qu'on a dit qu'il y a ces fameux emplois non pourvus. Je me souviens que l'ex-ministre du Travail avait parlé de 300 000. Alors, je vais vous dire une chose, je vais vous confirmer que ça fait 10 ans que c'est 300 000 à 500 000, et ça ne tient pas forcément à une mauvaise recherche par les demandeurs d'emploi. Quand on vous cherche un soudeur P4, si vous n'êtes pas soudeur P4, c'est pas parce que vous n'avez pas envie d'être soudeur P4, c'est parce que vous n'en avez pas l'envie, vous n'avez pas la compétence. Donc ça suppose aussi une chose, cette histoire de contrôle de la recherche d'emploi, c'est la gestion active des demandeurs d'emploi et les alternatives à l'indemnisation passive. Alors aujourd'hui, c'est quoi les alternatives? Clairement, parce qu'ils nous regardent et qu'ils sont dans cette situation. En gros, si vous voulez créer une entreprise, on vous donne le pactole, vous créez votre entreprise. Oui. Bon, ça c'est une possibilité. Mais par contre, si vous voulez être formé sur un autre métier, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la formation, bon, la formation, c'est une des réponses. La deuxième chose, puisque je ne me dérangerai pas à la question qui est posée, c'est légitime dans un système assurantiel, c'est une assurance, l'assurance chômage, qui est d'ailleurs gérée par les partenaires sociaux, qu'il y ait des droits et des devoirs. Et la façon dont c'est fait, parce que le diable, il se loge dans les détails. Ça n'est pas accusatoire vis-à-vis des demandeurs d'emploi, c'est une façon qui est graduelle dans, entre guillemets, les sanctions, mais à la troisième fois que vous êtes pris, vous ne cherchez pas, etc. C'est quand même normal. Vous êtes d'accord, Caroline Cayeux? Je suis d'accord sur le principe. On a des droits, on a des devoirs, je suis d'accord. Mais je me demande vraiment si c'est la bonne question, la bonne méthode. Aujourd'hui, comment redonner du travail à tous ces jeunes, à tous ces chômeurs? On parlait d'emplois non pourvus. Il y a des métiers en tension. C'est là où il faut trouver à la fois les formations adéquates. Moi, je vois bien, sur mon territoire, on est une spécialité agricole, agroalimentaire, agro-industrie. Mais on essaye de former les jeunes demandeurs d'emploi vers ces métiers-là. Et c'est ça qui est important. Alors, les fliquer... Bon, c'est pas tellement la solution, ça ne changera pas et c'est pas ça qui créera de l'emploi. Attendez, Monsieur Calfo, mais l'important aussi, c'est de donner de l'air aux entreprises, qu'elles n'aient pas peur d'embaucher les PME, les ETI. Mais si, c'est ça le fond du problème. Mais d'accord, le fond du problème, vous avez soulevé un point du problème qui est tout à fait sur le dispositif quand même. C'est celui de ces fameux emplois non pourvus. C'est clair que c'est une difficulté. Les emplois sociaux sont un marché important. On ne peut pas se passer, comme vous l'êtes, de libéral à colbertiste, on ne peut pas obliger les jeunes d'aller vers tel et tel métier. Il y a quand même, il faut en parler parce qu'on a une émission, les gens nous écoutent. Tout le monde souhaite être journaliste ou faire du web. Et ben, la réalité, c'est que aujourd'hui, on cherche des informaticiens. Parce que les jeunes ne veulent plus faire des maths. On cherche des gens, ça peut paraître bizarre, le pays se désindustrialise et pourtant on cherche des gens. Jean-Luc Gombault, c'est intéressant. Il faut que les gens aient envie d'aller. S'il vous plaît. Simplement sur les chiffres quand même, sur les emplois non pourvus ou les emplois vacants d'ailleurs, qui sont deux notions différentes. La DARES a sorti le mois dernier un rapport donnant un chiffre de 180 000. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des chiffres... Monsieur Sarkozy a dit jusqu'à parler à 500 000, c'est exagéré. Le MEDEF a sorti une statistique sur les offres d'emploi qu'il dépose et il estime que 5% de l'ensemble des offres d'emploi ne sont pas pourvues faute de candidats. Alors vous parliez tout à l'heure, moi je pense à juste titre, sur la question de la formation. Il a été lancé par M. Rebsamen un plan de formation prioritaire qui vient d'être relayé sur 40 000 personnes. Les 30 000, c'est-à-dire qu'on dit aux jeunes qui arrivent, qu'il n'y a pas d'emploi, on dit écoutez, voilà, là-dessus, il y a des emplois sous tension. Si vous acceptez cette formation, sans les obliger, bien entendu, vous avez raison, nous vous payons une formation adaptée au type d'emploi qui ne sont pas pourvus. On s'aperçoit que là, c'est quelque chose de très bien. 65% des jeunes qui ont suivi cette formation trouvent un emploi en CDI. Premièrement. Deuxièmement, il y a effectivement, parce que là, nous parlons de quelque chose de marginal, n'exagérons pas. Nous parlons de 180 personnes et qui vont contrôler 180 000, je crois. Il y a 5 millions de chômeurs. Enfin, c'est expérimental. Ça n'aboutira pas à grand-chose. En revanche, l'impact qui était fait sur les questions
de formation, les 30 000, 40 000, c'est quand même des chiffres importants. Vous êtes d'accord sur ce sujet, Jean-Claude Mailly? Jean-Louis Gombault a raison de repréciser la nature des chiffres sur les vacances d'emploi, etc. C'est pas ce qu'on nous raconte depuis des années. Et c'est jamais à zéro. Le monde évolue, il y a toujours des offres d'emploi qui sont disponibles, qui sont pourvues. Non, par exemple, on a, en ce moment, j'ai ressaisi le gouvernement ces jours-ci, on a un problème dans les systèmes de formation, c'est que l'AFPA est en train de mourir. Et l'AFPA, c'est l'AFPA, l'association de formation professionnelle des adultes, qui est un organisme efficace qui fait de la formation pour des chômeurs de longue durée qui réapprennent un métier. Les régions ont sabré aussi. Oui, non mais je ne veux pas rentrer. Oui, c'était passé aux régions, etc. Vous avez tiré la sonnette d'alarme. Non mais résultat des cours, ça veut dire que 65-70% des gens qui passaient par l'AFPA trouvaient un boulot en CDI. Demain, si l'AFPA disparaît, eh ben ça veut dire que c'est autant de formation. On a créé un droit avec les accords de Grenelle, la formation permanente. C'est Jacques Delors au cabinet de Chaban-Delmas qui a fait ça. La vérité, c'est que ce droit a été confié aux partenaires sociaux, qui gèrent un pactole de la formation professionnelle. Vous dites dialogue social. Non, mais on peut dénoncer 2-3 limites quand même. Et dans les 2-3 limites, c'est que ceux qui sont assis sur un tas d'or sont les branches où finalement la désindustrialisation fait son œuvre et il y a moins d'emplois à pourvoir. Et au lieu de donner l'argent, et au lieu, je sais que je sais que ça c'est entre vous, patronat, syndicat, mais au lieu de, d'accord, mais il y a quand même 30 milliards d'informations. Au lieu de transférer cet argent, une fois que vous me dites la même chose en deux au lieu émissions de transférer cet argent, mais c'est peut-être 20 milliards. Non, même pas. Au lieu de transférer cet argent vers les secteurs qui embauchent, eh bien, vous avez la métallurgie qui garde l'argent pour soi. Alors, bien sûr, on a créé un fonds de péréquation, mais ça ne suffit pas. Attendez la réponse de M. Mailly. Non, mais il se plante. Ça fait 2 fois que je lui dis. On est quelques-uns. Oui, mais quelques-uns. Attali dit la même chose. Je me suis engueulé avec Attali de la même manière. Non, faut bien qu'on. Les entreprises, quand elles dépensent de l'argent à juste titre en formation professionnelle, c'est pour former qui? C'est pour former leurs salariés. Avant la formation des chômeurs, qui est nécessaire. La formation des chômeurs dépendait de l'État, qui s'est taillé les flûtes, qui a refilé ça aux régions, qui ne se débrouillent pas plus que ça. Nous faisons l'effort, en plus de dégager de l'argent pour la formation des chômeurs. Voilà, vous vous êtes expliqué, vous êtes défendu. Il faut arrêter. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais vous poser, en guise de conclusion, une question générale. Vous avez le temps d'y répondre chacun. Caroline Cayeux, il y a les mots et il y a les paroles de la nouvelle ministre, par exemple, du Travail, Myriam El Khomri, qui insiste sur la formation. Vous l'avez dit, il faut aller sur le terrain, dit-elle. Ça paraît tellement évident, on suppose que c'est fait depuis 3 ans. Sur quoi faut-il insister en priorité selon vous? Le président de votre parti dit qu'il faut refonder notre modèle social. S'il y avait un point à mettre en évidence, c'est lequel? Diminuer les charges des entreprises, libérer les initiatives et rendre de la compétitivité aux entreprises françaises. On a fait 30 milliards. Toujours aussi 30 milliards de diminution des charges. Bientôt 40 milliards, encore 10 milliards entre le CICE. Sur quoi faut-il insister? Sur quoi? Sur les filières, sur la formation, parce que 150 000 jeunes qui sortent sans formation. Alors c'est moins sexy d'en parler, bien sûr. Même question, Jean-Claude Mailly. Rebooster les 3 moteurs, investissement public, investissement privé et demande. C'est ça les 3. Et Jean-Luc Gombault, pour conclure. Oui, non, mais ça veut dire qu'il faut changer de politique économique. Quand on va dans le mur, on change de politique économique. D'abord, sur la baisse de 30 milliards, 40 milliards, c'est une restitution des prélèvements antérieurs, période Sarkozy. Sur quoi faut-il insister? Premièrement, je crois que le gouvernement a essayé beaucoup de choses. La seule chose qui nous reste, je crois, c'est le problème de la libéralisation du Code du travail. Je ne sais pas s'il y aura... C'est-à-dire, par exemple, c'est l'assouplissement, tout ce qu'on parle d'assouplissement. Dans ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, on aura l'occasion d'en reparler. On estime que la moitié de la baisse du chômage vient du retour de la croissance qu'ils ont eu et deuxièmement des réformes. Jean-Louis Gombault, justement, tous les pays qui ont décentralisé les négociations collectives, Espagne, Portugal ou Allemagne, résultat des courses, un effondrement de la négociation. Merci Jean-Luc Gombault, merci Jean-Claude Mailly, François Calfon et Caroline Cayeux. On aura l'occasion, ça c'est sûr, de reparler du Code du travail, des réformes à venir. On arrive à la fin de ce 22h. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission